Et bonsoir les amis, salut les gamers, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Game 2021, une série inédite de 10 émissions consacrées à l'univers des jeux vidéo. On arrive tout doucement vers la fin de cette magnifique série, avec ce soir le 9e épisode. On va parler de ces objets devenus des collectors, un vrai business qui peut rapporter gros lors des mises aux enchères. Et on accueille, comme il se doit, notre spécialiste en la matière, monsieur Nicolas Augusto. Salut Nicolas. Salut Gilles, comment vas-tu? Je suis parti, là, je suis parti direct. T'as vu, j'ai fait l'intro, le truc, là, je suis à fond en ce moment. J'ai même pas pris le temps d'accueillir ceux qui étaient là. Voilà, ceux qui Tu étaient t'es lâché, présents. t'es attaqué. Donc, tu vas nous parler ce soir de ces jeux devenus tout à fait, donc des collectors. Alors, c'est quoi? Tu vas parler de jeux ou tu vas parler d'objets? Parce que tu sais que moi, je suis un grand fan de figurines, notamment les figurines de Marvel ou DC Comics. Je me souviens de ton bureau. Ouais. Je me souviens de ton bureau quand je l'avais vu à LA, tu sais, avec les Skype qu'on se faisait. Et tu avais effectivement, je ne sais plus quel personnage de chez Marvel tu avais ou DC, mais. Je sais que j'ai Hellboy là qui me regarde. Et j'en ai beaucoup également dans ma chambre. J'en ai gardé également dans ma chambre. J'aime beaucoup ça, en fait, ces objets. Tu vois, ces figurines. Il y a des jolies choses. Oui, je trouve qu'il y a de très très belles choses. Donc, tu vas nous parler de ça ce soir? Tout à fait. Exactement, parce que ça peut paraître surréaliste que des jouets, des jeux puissent prendre de la valeur, même jusqu'à prendre tellement de valeur qu'on crée des vraies enchères avec commissaire-priseur, comme on peut le voir pour les tableaux. Voilà, pour le jeu vidéo, ça existe. Alors, globalement, l'histoire de tout ça, c'est que, comme on le disait depuis le début de toutes ces vidéos, le jeu vidéo, les animés, les comics, tout ça naissent globalement dans l'engouement populaire entre la fin des années 60 et la fin des années 80. Pendant ces 20 ans-là, va créer, alors même s'il y a des choses qui sont plus vieilles, notamment Spider-Man qui est plus vieux et tout ça, ou Batman, mais globalement, le gros commence à se créer à ce moment-là et une petite partie de la population consommant ces produits vieillit et il se passe une sorte de petit gap, je vais vraiment la faire simple, mais entre globalement dans les années 80, milieu 90, il n'y a pas beaucoup de production de collectors, il n'y a pas beaucoup de production qu'on appelle de goodies ou de figurines, de façon générale. Alors, il y a des exceptions et tout, mais de façon générale. Et après les années 95, il y a une sorte de phénomène où les gens qui ont découvert ces produits sont globalement déjà trentagénaires, proches peut-être des quadras, pour certains, et vont avoir envie de retourner, comme tu vois, se rappeler des souvenirs, essayer de racheter des comics, se racheter tiens, des petites figurines. Et donc, du coup, il y a une sorte de mouvement qui commence à se faire. Et là, c'est vraiment le tout début du mouvement. Et nous, alors on va prendre la base 90, 95. 95, si vous vous souvenez dans toutes les vidéos, c'est la période où la Super Nintendo s'arrête et la PlayStation arrive, qui est une vraie bascule. Parce que pendant cette période-là, jusqu'à globalement la période de la GameCube, soit 95, soit 8 ans à peu près. Pendant ces 8 années-là, tout va changer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un énorme engouement pour ce qu'on appellera le rétro. Tout ce qui est rétro. Tout ce qui est globalement sorti avant 1990. Et là, tu vas avoir Spider-Man, les Marvel, DC, les Chevaliers du Zodiaque, qui vont être, d'ailleurs, je vais en parler, faire un petit aparté, parce que c'est les Chevaliers du Zodiaque qui va en fait emballer la sphère, on va dire, des valeurs de ces produits. Donc les Chevaliers du Zodiaque, les figurines Goldorak, les premiers jeux vidéo aussi, on commence à voir un intérêt autour de la première NES, certains jeux. Et puis voilà, ça grandit tout doucement. Et globalement, moi, à l'époque, je suis plutôt gamin.
Mais comme je vous le disais, je travaille déjà les mercredis après-midi et les samedis dans une boutique de jeux. Et donc, du coup, moi, je vais découvrir ça au moment où tout ça démarre. Et je dois avoir 95, je dois avoir Ouais, tu 14 dis ans, donc 15 ans. ça démarre donc milieu des années 95. Moi, je fréquentais à Exactement. cette époque-là beaucoup les libraires spécialisés dans les BD. Oui, tout Et à fait. là, il y avait beaucoup Je en pense fait. à un ami qui avait une très belle boutique de BD. Voilà, donc et notamment après j'en ai redécouvert sur Oui. Montréal où je trouve que là-bas il y a encore des choses encore plus, je trouve qu'ils vont encore plus loin dans justement ces collectors et donc on dit d'un objet qu'il est collector parce qu'il est en série limitée, c'est ça? Alors, exactement. C'est la Alors, rareté en fait. tu as différentes choses. La première, tu as l'émotionnel lié à cet objet. Donc, tu peux dire, ouais, pour moi, c'est collector parce que ça me rappelle mes souvenirs quand j'avais 7 ou 8 ans. J'écoutais ce truc avec mon père ou je jouais avec ce truc avec mon frère. Bon. Après, de façon plus pragmatique, le collector, il est lié soit à une édition limitée. Lors de la fabrication, tu as une version standard, puis à côté une version limitée, et qui est par ad hominem collector. À côté de ça, tu vas avoir aussi la possibilité de considérer cela comme un collector au regard de son état. Imagine-toi, par exemple, un Game & Watch de Nintendo sorti en 1981. Aujourd'hui, on est en 2021, soit plus d'une trentaine d'années après. Et certains de ces objets Game & Watch sont dans des états mint. Mint en anglais, signifie globalement parfait. Alors je te laisse imaginer ce genre d'objets qui sont avec des vieux cartons, des vieilles piles de l'époque. Ça n'avait pas autant de résistance qu'on peut avoir sur certains objets dans les finitions aujourd'hui. Et pourtant, ces objets sont dans des états incroyables. Et donc, du coup, se négocient des prix faramineux. Et je vous parlais tout à l'heure des prix. Jusque où ça peut aller en termes de prix, tellement c'est dingue. Et moi, j'ai vraiment connu ça. Et j'ai fait énormément d'argent avec ça. Je le dis vraiment en toute transparence. Pourquoi? Parce que tu avais déjà ces objets en ta possession. En fait, d'accord. Et tu les as revendus en fait. Voilà, alors non, parce qu'en fait, moi, mes objets, je les gardais. Mais le fait d'avoir travaillé en boutique m'a permis de mettre la main sur des très jolies pièces. Certaines, on savait que ça allait devenir des pièces collector, d'autres, on ne le savait pas. Mais dans le doute, j'ai toujours eu le flair. J'ai eu un très bon patron. C'était sa passion qui m'a globalement tout appris. Okay. Et c'est vrai que globalement, j'ai pu monter mon projet américain en partie grâce à ce que j'avais fait comme argent avec ces collectors et tout ça. Ah oui. Dis-nous comment tu flairais comme ça une pièce collector. Alors, tu as des indices. Alors, tu as plusieurs indices. D'abord, tu as l'éditeur qui édite le jeu, Konami, Nintendo, Capcom, Sony, peu importe. Tu as l'éditeur parce que l'éditeur va te dire, déjà, premier point, la quantité du jeu mis sur le marché. Ouais. Souvent, elles sont numérotées, non? Non, pas du tout. Là, je te parle de jeux normaux. Là, je ne te parle même pas encore de collector. Je te parle de jeux normaux. Okay. Après, collector, c'est encore autre chose. Je vais y venir. Donc, dans les jeux normaux, tu peux avoir, par exemple, je te dis, je ne sais pas, un Wall of Rose ou un Okami ou un God End en version PAL ou version US, sorti PAL européen, US version américaine, pardon, sorti à l'époque, 2003, 2004 peut-être, de mémoire, encore emballé de l'époque, donc dans le cellophane d'origine, dans un état absolument incroyable. Et ça, ce genre de pièces peuvent se négocier jusqu'à 3-4 000 fois le prix d'origine. Ah oui, quand même. Quand même. C'est énorme. Par exemple, là, moi, j'ai des pièces, des pièces qui datent de 1996-97, qui sont dans leur plastique rigide de l'époque, des jeux N64, qui valaient 380 francs à l'époque, qui aujourd'hui valent, je ne sais pas, entre 1500 jusqu'au plus offrant, 3000, 4000 pour certaines pièces. Euros. Ah ouais. Mais c'est des pièces, en fait, dont tu t'es pas servi, en fait, puisque s'il y a de plastique d'origine. Et c'est vrai que mon boss me disait toujours, achète en double. Alors, il y en a beaucoup, tu vas te rater, parce qu'il y a des trucs qui prendront jamais de valeur, mais il y en a où tu vas forcément, comme on dit, double dipper le truc. Tu vas faire parce que si tu veux jouer, il faut que tu ouvres la boîte, de toute façon. Exactement. Donc, au moment où tu l'ouvres, la valeur, elle chute. Après, il y a quand même des jeux, même ouverts, qui cotent.
Je vais vous raconter une petite anecdote. Je vais au Japon, c'est en 2007. Je suis avec un groupe de copains et je fais les stocks d'Akihabara. Je regarde. Alors moi, j'ai connu Akihabara en 98 la première fois. Il n'y avait pas un mot d'anglais. Les Américains n'étaient pas encore venus. Les Français commençaient à peine à venir au Japon. Et c'était un paradis. C'est un paradis. Les gens ont fait des fortunes. Vraiment des fortunes. Ils ont pillé certains quartiers du Japon et ont revendu ça sur Internet. Et à l'époque, il y a par exemple un jeu qui s'appelle Rendering Ranger, sorti sur Super Famicom, donc c'est la Super Nintendo japonaise. Le jeu, je le paye une thune. Alors je dis une thune parce que je travaillais en Suisse, donc une thune c'est 5 francs suisses. Je le paye 5 balles. En boîte, avec la notice, le carton gradé AAC, parce qu'en fait, tu as des notes, en fait, la cartouche, le booklet et la boîte. Et au Japon, c'est noté sur des lettres de A à D ou E, ça dépend. Là, je suis en top, hein, A à C, tu es en top, je le paye 5 balles. Je le revendrai quelques années après, parce qu'en fait, je n'ai pas d'affect pour ce jeu. Bon, je m'en fiche un peu. Ce jeu me remboursera une partie de mon voyage, tu vois, globalement. Je l'ai vendu 3 000 euros. 3 000 euros. Et je l'ai payé 5 francs. 5 francs suisses. Est-ce que tu peux faire encore des coups comme ça aujourd'hui? Alors oui, tu peux toujours. C'est devenu difficile. Mais moi, je suis quelqu'un de sympa. Je le dis souvent parce que j'ai plein de copains autour de moi. Ils me disent, Nico, mais comment tu fais pour... Et je leur dis, moi, j'ai jamais rien caché. Je l'ai toujours dit, il y a des façons assez simples de pouvoir se faire quelques marges sans forcément être un scalper ou être un voyou. Tu as des trucs très simples. Je vous donne un truc, moi, que je fais. J'achète des figurines aujourd'hui. Je n'achète plus les jeux plus comme avant parce que c'est devenu trop cher, trop compliqué. Mais les figurines, les résines numérotées, tu les achètes en double. C'est simple, tu les achètes en double. Dès le départ, tu vas sur Sideshow, par exemple, ou tu vas sur First for Figure. Tu les achètes en double. Tu as même maintenant, ils font des trucs incroyables. Tu peux les payer en 5 ou 10 fois. Tu vois, tu as des trucs vraiment incroyables. Tu payes tous les mois $30. Et au bout de 12 mois, tu as payé ta figurine, elle t'est envoyée. Voilà. Bon. Donc, tu vois, c'est vraiment des investissements qui sont très, très, très simples, très contrôlés. Bon. Tu les achètes en double. Et la plupart des figurines, le prix, une fois récupéré, elle triple. Elle triple de façon générale, elle triple. Demain, tu achètes sur Sideshow, tu vas acheter par exemple Wolverine. Tu vas acheter un life-size, buste life-size de Wolverine. Tu vas le payer $599 jusqu'à peut-être $699, peut-être 700 globalement. Donc la life-size buste, c'est la taille réelle de Wolverine, avec juste le buste et la tête. C'est énorme, c'est magnifique. Moi, j'avais Venom, j'avais acheté un super. Alors, j'ai le Venom, en fait, je te disais. Il est tellement gros que je ne le vois plus, tu vois. J'ai un Venom en plein milieu de mon bureau. Tu n'es pas venu dans le bunker, hein? Jamais non, je ne suis pas venu dans le bunker. Non. Il est énorme. C'est celui qui a la langue 60 cm. Oui. Peut-être tout à l'heure, je vous le montrerai, mais bon, il faut que je le démonte. Il est au milieu de la pièce. Il est tellement. Il fait vraiment partie du décor. Il est. Et je l'avais assemblé, en fait. C'est Valérie qui me l'avait ramené, justement, du Québec. Mais je vois très bien les bustes, en fait. Les bustes, j'en ai aucun de bustes, par contre. Ça vaut une fortune. Oui, ça vaut une fortune, mais c'est une très, très belle pièce. Après, c'est comme de l'art. Après, l'art, c'est vrai que... C'est fait à la main, c'est numéroté, fait à la main. L'art, c'est pas juste un investissement. C'est aussi pour le plaisir, quoi. Le plaisir d'avoir. Moi, ça fait partie de mon décor, ça m'inspire. Des fois, j'ai l'œil qui s'égare, tu vois, et je te disais, des fois, je les vois même plus parce qu'elles font partie du décor. Mais voilà, après, on peut avoir un attachement par rapport à des pièces ou pas. Ces objets. Comment est-ce qu'il y a des sites sur lesquels tu offres des pièces pour les revendre, en fait? Oui, tu as plein de choses. Après, j'expliquerai comment tout ça a démarré pour moi parce que je n'ai pas envie que les gens croient que j'ai fait ça juste pour l'argent. Tu vois, c'était plus profond que ça. En fait, j'ai un vrai amour, en fait, de ces objets, de les dénicher. Et ça me brise souvent le cœur de m'en séparer. Sauf ceux où j'ai pas spécialement d'affect et que tu fais une bonne affaire. Comme le Rendering Ranger. Tu vois, je suis tombé dessus, je m'y attendais pas. Je dis, je ne vais pas me priver, je vais l'acheter, je le revendrai. De toute façon, ça ne m'intéresse pas plus que ça comme type de jeu. Bref. Donc, tu me demandais. Qu'est-ce que tu me demandais, Gilles S'il y avait des plateformes ou des sites sur lesquels on. Exactement.
Alors, tu as effectivement des plateformes, tu as quelques plateformes de vente. Tu as la plateforme historique qui était eBazaar, qui était ce qui a précédé eBay et qui a été racheté par eBay. eBazaar était français et c'est là où ça a commencé à être un petit peu émergent. Et je te vous parlais tout à l'heure des Chevaliers du Zodiaque. Les Chevaliers du Zodiaque, on a peut-être tous connu ces jouets avec ces armures qui étaient un petit peu métalliques. C'est sorti en 1988 par Bandai. C'est des jouets qu'on trouvait dans les boutiques de jouets. Et il y a eu un emballement aux alentours de 95. Donc, tu vois, 7 ans après la mise sur le marché de ces figurines. Elles n'existaient plus dans les boutiques, tu ne les trouvais plus. Et il y a eu un emballement incroyable, mais incroyable. Les figurines valaient des fortunes. Les gens faisaient leur carton pour essayer de voir s'ils en avaient en stock. Ça valait une fortune. Tu allais dans les boutiques spécialisées, tu ramenais un Seiya ou un Shiryu ou certaines armures des Chevaliers d'Or, ça valait une fortune. C'était... à l'époque, c'était vraiment, vraiment très cher. Je ne peux plus te dire les prix, mais on était à 7, 8 fois, peut-être 10 fois le prix de ce que ça valait à la base en neuf. Ouais. Et des gens payaient très, très, très cher. J'ai vu, moi, des figurines partir à 3000 balles. Moi, j'en ai acheté, par exemple. J'ai fait des coups de fusil à ce moment-là. Des gens qui ne savaient pas ce que c'était. Donc, tu fais des vides-greniers. Donc, c'est tout simple. Hein, ouais. Tu faisais des oui, vides-greniers. des vides-greniers, ouais. Voilà, tu tombais sur un carton, tu trouvais 5 boîtes, 5 armures, tu rachetais. Moi, j'ai racheté pas mal de trucs différents pour remonter les armures, parce que, bien évidemment, quand tu es gamin, des fois, tu perds des pièces. Donc, moi, je remontais des armures, je récupérais ça. Et en fait, j'étais gamin. Tu vois, j'étais mineur, j'étais gamin, mais je n'avais pas d'argent. Tu vois, je travaillais le mercredi et le samedi, mais je voulais, moi, partir au Japon. Je voulais être un peu indépendant et tout. Donc, j'essayais de trouver des solutions pour me faire un peu d'argent qui restait dans le domaine de la légalité, tu vois. Donc, moi, je vendais des cartes Dragon Ball, où j'ai fait pas mal d'argent en vendant des cartes Dragon Ball. Je vendais des jeux aussi. Et puis, voilà, je trouvais des combines, et puis je filais ça à des potes. On trouvait des... Voilà, on faisait un petit peu de business comme ça. Bon. Et ça faisait rire tout le monde, tu vois, les parents, tout ça, personne, ils vendent des cartes Dragon Ball, il va se faire 5 francs, quoi. Ouais. C'est gentil, il va se faire 5 balles. Et puis bon, bah, en fait, t'entasses les billets de 500 francs de l'époque, quoi. Mais vraiment, je vendais des cartes, vraiment, c'était cochon quand même. Hein. Je minimise pas, tu vois. Je suis assez à l'aise avec ça, parce que ça fait partie de l'apprentissage de tout ce que tu as à découvrir dans ce milieu, au final, qui a tellement été marginalisé que personne ne s'y intéressait. Bien et donc, sûr. Du coup, nous, quelques personnes avons compris qu'il y avait un intérêt aussi à... Moi, ce que j'aimais beaucoup dans tout ça, c'était de pouvoir sauvegarder. Pour moi, j'ai toujours vu ça comme ça, sauvegarder le patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde digital et on avait bien raison de le faire. Alors, on ne le savait pas vraiment à l'époque. Mais maintenant, on se dit, purée, en fait, tout est digital. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est boîte, papier, carton, collector, tous ces trucs-là sont en train de, petit à petit, pas totalement disparaître, mais fortement diminuer. Même si le jeu vidéo n'est pas autant impacté que la musique a été extraordinairement impactée par le digital. Le jeu vidéo l'est, mais il perdure encore. Le physique perdure encore. Il y a encore des boîtiers, il y a des collectors, il y a encore des trucs. Mais c'est globalement plus comme il y a 10 ans. C'est une évidence. Et donc, du coup, voilà, moi, ça a commencé comme ça, avec ces Chevaliers du Zodiaque, parce que moi, à la base, j'achetais mes jeux, je les gardais. Et puis, en fait, c'est en rentrant dans les boutiques, tu te dis, mais en fait, non, en fait, les gens sont prêts à payer certaines sommes pour trouver certains jeux. Ouais. Et il y a des gens qui te diront, ouais, vous abusez parce que vous les vendez trop cher et machin. Mais en fait, c'est l'offre et la demande. Toujours. Le prix est fixé par l'offre et la demande, toujours. Le prix et l'offre est fixé. Moi, je vous raconte une histoire. Il y a quelques années, je suis tombé sur une offre extraordinaire. Je suis tombé sur... Ça n'arriverait plus, je pense. Sur un mec qui vient vers moi et qui me dit, écoute, dans un contexte de revente, il vient vers moi, il me dit, écoute, voilà, j'ai des jeux à vendre. Je suis OK, pas de problème, t'as quoi, machin. Il me donne un sac poubelle, littéralement un sac poubelle. Dans le sac poubelle, il y a une vingtaine de Game & Watch, donc les fameuses consoles Nintendo avant la NES, en boîte, cache-pile, numéro de série nickel, les piles d'origine, le manuel, nickel, dans un état nickel. J'avais jamais vu ça de ma vie, Gilles.
et puis les auditeurs qui nous écoutent, jamais vu ça de ma vie. Le mec, il me dit, je veux m'en débarrasser, je ne sais pas quoi en faire. Le mec ne sait absolument pas ce que ça vaut. Ok, il n'est pas au courant de la valeur. Non. Et toi, dans ta tête, tu as deux trucs. Moi, je suis humain. Tu es là, tu dis, bon, je lui dis ce que ça vaut. Et super, à la fin de la journée, le gars, il est trop content, il s'est barré. Soit je lui fais une offre. Et puis en espérant que ça passe pour que moi, que ce soit moi qui en profite. Bon. Je lui fais une offre. Correct ou correct moi, je dis, je lui fais une offre, là, comme ça. Le truc, c'est que je ne peux pas lui faire une offre trop gros. Oui. Parce que si je lui fais une offre trop gros, il va comprendre qu'il y a anguille sous roche. Oui. Donc, je lui dis, écoute, voilà, je te fais une offre à 400 francs suisses en bon d'achat, donc tu peux racheter dans la boutique, et 200 en cash. En fait, c'est la politique. Tu favorises le bon d'achat forcément pour qu'il rachète dans ta boutique. Et le cash, toi, il faut avoir de la trésorerie. Donc, forcément, tu l'arnaques un petit peu, sachant que ce que tu achètes dans la boutique, tu as la marge Exactement, bien évidemment. C'est comme ça que globalement, de toute façon, le jeu vidéo fonctionne toujours pour l'occasion. Tu as des gens, si tu es malin, tu fais ton jeu, tu le revends tout de suite, tu perds pas trop. Tu vois, mais plus tu attends, plus le jeu dévalue. Forcément, il y a des cotes dans le temps. Il y a des cotes. Les jeux sont cotés comme l'Argus automobile. C'est exactement la même chose. Il y a vraiment une cote très précise. Moi, il y a une époque, je connaissais la cote de 20 000 références, Gilles. 20 000. Ah oui. Ouais. Bah, c'est ça la passion. Hein. C'est ça la passion. Ouais, à force, tu dis voilà, ça vaut ça. Après, la cote d'évalue en fonction de tes stocks, bien évidemment. Si tu as 5 fois le jeu en stock, en exemplaire, bon, tu rachètes ça vraiment une misère. Bon, pour revenir à notre cas-là, moi, je lui dis, putain, dans la tête, je lui dis, mais moi, au début, je me suis dit, je vais lui donner 1000 balles. Et puis en fait, très rapidement, je me dis, si je file 1000 balles, je suis foutu, il va se barrer. Et moi, je les voulais, les jeux. Je les voulais vraiment. Et donc, du coup, ces jeux, il me les laisse. Et bon, moi, je les récupère. Là, c'est la première fois c'est la seule fois où je ne l'ai pas fait pour la boutique, je l'ai fait pour moi. Donc, ce n'était pas très carré de ma part de l'avoir fait. Mais bon, je l'ai fait pour moi. Donc, j'ai récupéré ces jeux. Je les ai gardés pour moi. Tu n'imagines même pas l'euphorie le soir même en rentrant chez moi. Tu n'imagines même pas. Oui, c'est comme un trésor, en fait. Oh là là, un trésor. J'avais donné ça à un prix ridicule. Et je m'en suis un peu voulu. Puis après, la personne, c'est comme ça, c'est le business. C'est comme ça. Il ne faut pas mettre trop d'affect non plus. Parce que si tu mets trop d'affect, l'affect dans les affaires, en général. Voilà. Et je les ai gardés. Je les ai gardés très, très, très longtemps. Et je les ai vendus quand j'ai dû quitter Los Angeles. Ok. Elles m'ont sauvé la vie. C'est assez récent. Ouais. C'est assez récent. Je discutais de ça avec un ami récemment qui me disait que lui achetait des montres, en fait. Ouais. Et donc des montres de collection, enfin voilà. Et les montres, en fait, sont toujours très bien cotées. Donc c'est mieux que des placements, en tout cas bancaires ou des choses comme ça. Donc ça peut donner des idées si vous êtes passionné de jeux. Voilà, peut-être de. Moi, je le dis là, je le dis toujours. Moi, j'ai jamais eu pour vocation de garder ça pour moi. J'en ai fait profiter quelques personnes autour de moi qui étaient curieux et qui m'ont dit, écoute, ouais, j'aimerais bien arrondir mes fins de mois. J'ai dit, voilà, viens avec moi. Moi, je vais acheter 3 fois cette figurine. Et puis quand je les revends, je te file ton truc. Puis voilà. Donc, non, parce que comme tu as raison, il y a un moment donné, l'âge d'or où on pouvait acheter des appartements et des maisons dans les années 60-70 pour zéro, nous, on n'y a pas eu droit. Donc, il faut trouver des trucs. Pour s'en sortir, il faut trouver forcément des trucs. Et même si je prône pas le business absolument, tu peux faire un petit peu de business. En plus, quand c'est ta passion, que ça te plaît bien, ça te permet de te payer les trucs actuels. Donc, tu dépenses jamais vraiment d'argent. Parce qu'en fait, c'est ton business qui te finance en fait tes trucs actuels. Si tu as des projets, ça te file un coup de main. Donc, tu as plein de choses. Après, c'est que c'est un truc compliqué parce que, comme je te disais, il y a des cotes. Des fois, il faut avoir du flair quand même. Puis il faut être dans un certain réseau aussi. Il faut être dans un certain réseau. Ouais.
Et tu disais pour les plateformes de vente, donc je te disais, il y a eBazaar, il y a eBay, bien évidemment. Aujourd'hui, tu as Twitter qui permet de contacter un peu tout le monde de façon assez facile. Tu as bien évidemment les forums. Tu as beaucoup de forums de jeux, des forums de Funko Pop, des forums de First for Figure, des forums Sideshow, des forums de jeux rétro. Tu as des trucs incroyables. Et il y a vraiment tous les prix. Moi, j'ai rencontré dans ma vie des mecs qui avaient des full sets. Alors, pour vous expliquer, un full set, c'est l'intégralité des jeux sortis sur l'ensemble des 3 territoires sur une console. Je te laisse imaginer. Ah oui. Ah oui. Non, mais là, d'accord, mais sur combien d'années? Alors, il y en a qui font ça en 2 ans, 3 ans. Il y en a qui font ça. En fait, ça dépend du full set. Un exemple, un full set Nintendo 64 que moi j'ai. J'en ai un. Avec Jap, US et PAL. Donc Jap, tous les jeux japonais sortis sur la machine, tous les jeux américains sortis sur la machine et tous les jeux européens sortis sur la machine. Mais la N64, je l'ai fait pour une seule raison, c'est que c'est ma console de cœur. Et puis, en plus, j'ai de la chance, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, il y a 400 jeux. Donc, c'est pas énorme. Là où, par exemple, sur PlayStation 1 ou PlayStation 2, tu as des chiffres à 5 ou 6 000 titres. Tu vois, c'est pas du tout la même histoire, quoi. Okay. C'est pas du tout la même histoire. Surtout que 5 000, 6 000 jeux, après, tu as les versions alternatives australiennes, les versions alternatives allemandes, les versions alternatives. Un vrai full set. Des mecs ont des full sets. Et je connais un gars qui a un bunker qui doit faire 800, 900 mètres carrés. C'est énorme, hein. Énorme. Donc, c'est sous triple alarme. Le mien est beaucoup plus petit, hein, tu verras. Oui, non, mais je veux dire, il y a des bunkers. J'ai pas mal de bouquins, j'ai pas mal de guitares aussi, j'ai certains trucs, tu vois, mais bon, aussi. Et tu as les bunkers de fou, quoi, tu vois. Et lui, il a, je crois qu'il a 12 ou 13 full sets, une quarantaine de bornes d'arcade, des flippers, des pièces collector, des trucs incroyables. Il fait partie d'un des plus gros collectionneurs. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent aussi. C'est des gens souvent qui ont à peu près notre âge, Gilles, entre toi et moi, à peu près. Donc, qui ont connu Capitaine Flamme, Goldorak, quand ils avaient peut-être 10 ans, 15 ans, globalement. Ouais. Et qui ont grandi en fait avec ça, où à un moment donné, ils ont eu la possibilité financière de pouvoir acheter avant que tous ces prix s'envolent, ces jeux-là ou ces figurines-là à des prix aujourd'hui tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Moi, j'ai encore un mec là qui me dit sur mes figurines, je te les prends toutes et tout, je te prends tout, je t'en propose 40 000 €. Et il est sérieux, hein, c'est pas des mecs qui disent des trucs comme ça, tu vois. Donc, non, mais c'est des figurines qui m'ont coûté peut-être 5 ou 6 000 € en tout. Genre, je dois en avoir 13 ou 14. C'est des résines, hein, 13 ou 14. Peut-être un petit peu plus, je ne sais plus. Mais ça a pris des valeurs totalement surréalistes et ça ne fait que augmenter. Parce qu'en fait, il s'est passé 2 choses. Alors, pour que les auditeurs en comprennent. Les Chevaliers du Zodiaque, je vous ai dit tout à l'heure, c'était un moment très important. C'est parce qu'en fait, c'est ce qui a fait décoller les cotes et faire prendre conscience aux gens qu'il pouvait y avoir une cote liée à ces jouets. Mais c'est aussi les Chevaliers du Zodiaque qui a connu la dévalue. Il y a eu une dévaluation de la valeur. Pourquoi ? Parce que Bandai, le fabricant, au bout de 2-3 ans, se voit que les prix s'envolent. Et eux se disent, mais nous aussi, on veut notre beurre. Donc, ils refabriquent. Exactement. Merde, et là, il faut tomber la cote. Ah, ben, ils ont fait tomber la cote. Et le truc, c'est qu'ils ont refabriqué à l'identique. Et donc, du coup, les mecs qui venaient d'acheter ça des fortunes. C'est pas intelligent de fabriquer à l'identique, tu vois. Tu peux faire des nouvelles versions tout en maintenant la cote et faire du collector. Enfin, voilà. Alors ça, c'est ce qu'on se dit maintenant. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées depuis. Mais à l'époque, Bandai ne savait pas trop ce que c'était, en fait. Personne ne savait, en fait. Tu vois, ça venait de s'envoler. Alors, ils ont fait un peu, c'est à l'identique, mais pour les connaisseurs, c'est pas tout à fait à l'identique. Okay. Donc, les armures métalliques de base restent quand même un peu plus cotées, mais aujourd'hui, plus personne ne mettrait des fortunes là-dedans.
Ça a pris trop une gifle et ça a mauvaise réputation, tu vois. Là où, par contre, on a des secteurs qui se sont envolés aujourd'hui, qui créent des polémiques, les cartes à jouer. Historiquement, les cartes à jouer ont toujours joué, pour le coup, une grande part dans toute la valeur, les collecteurs et tout ça. Souvenez-vous des cartes Magic, le fameux Lotus bleu ou blanc, je ne me souviens plus, qui est une carte qui valait déjà une fortune. Je ne sais plus combien ça coûtait, mais c'était dans les 40-50 000 balles la carte. Et ces cartes sont tellement peu éditées que forcément, il y a une surenchère pour la trouver. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est souvent des cartes nulles d'ailleurs à jouer. Mais ça a fait que progresser. Et là, regardez la polémique qu'il y a eu avec le fameux match de boxe bidonné, qui est un sparring, c'est du show-off entre le youtubeur machin, là, je ne sais pas comment il s'appelle, Paul. Ouais, j'ai entendu parler, ouais. Paul et Mayweather. C'était Mayweather? Non, c'est pas Mayweather, je ne me souviens plus. Moi, la nouvelle boxe me gonfle, alors je ne suis plus trop. Mais dans le Paul portait sur lui dans sa ceinture une carte Pokémon, une carte Dracofeu Pokémon. Là, il a balancé là qu'il la lâcherait à 550 000 $ la carte. Et les cartes Pokémon, il y a des cartes qui valent mais des fortunes. Des fortunes. Tu as des collectionneurs, comme dans les grandes galeries new-yorkaises, qui exposent des cartes Pokémon qui aujourd'hui sont introuvables. Alors, ils s'exposent dans des trucs magnifiques, dans des écrins, tu sais, en soie, avec la vitre, les petites lumières, elles sont protégées des rayons ultraviolets. Parce que les cartes, elles valent entre 50 et 250, 300 000 pour certaines. Donc, tu as une dimension stratosphérique et ces prix ont explosé avec le golf. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que vient foutre le golf là-dedans? J'avais un client, des clients arabes, quand j'étais à Genève. Je crois qu'ils étaient Arabie Saoudite. Donc, blindés. Hein. Alors, blindés de chez blindés. Je m'en occupe. J'étais le seul à m'en occuper à la boutique parce que je parlais anglais. Et mes collègues ne parlaient pas ultra bien anglais. J'en avais un autre, Olivier, qui parlait bien aussi. Mais c'était un client que je récupérais, moi. Puis en plus, les enfants adoraient Nintendo. Donc forcément, moi, j'étais le bon maillon, tu vois. Quand il passait à la boutique, les gars, il y en avait pour 4-5 000 francs minimum de jeux, quoi, tu vois. Et en fait, le golf, aujourd'hui, dans les plus gros collectionneurs de ces objets, c'est le golf. Ce sont des familles qui ont des palais remplis de salles d'arcade, remplis de jeux qu'ils ont achetés des fortunes, mais bon, l'argent n'est pas problématique pour eux et ont aujourd'hui des pièces inestimables. Tu as des pièces qui sont sorties à 2-3 exemplaires. D'accord. Alors, tu me parles donc des pays du Golfe, parce que moi je pensais le golf, le sport, tu vois. Non. Alors le golf, pardon. Attends. Le Moyen-Orient. Les pays du Golfe, alors. D'accord. Les pays du Golfe. Là, ça s'explique, voilà. Exactement. Qui ont mis la main effectivement sur des trésors, des trésors. Bon. Et dans toute cette hiérarchie de collectors, tu as donc les jeux normaux, tu as les jeux sous blister, donc les jeux qui sont encore emballés de l'époque. Tu as les collectors, tu as vrais collectors et faux collectors. J'exagère, mais il n'y a que des vrais collectors, mais quand tu as un éditeur qui met 25 000 exemplaires d'un jeu collector, 25 000 exemplaires, ce n'est pas vraiment un collector. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Par contre, quand tu as un éditeur qui met 5 000 pièces dans le monde d'un truc, là, tu te dis 5 000 pièces, c'est pas mal. Tu sais que c'est pas mal. Si le jeu est un peu apprécié, il a une certaine forme de code d'amour auprès des joueurs, ce ne sera pas un mauvais investissement d'en acheter 2, globalement, tu vois. Et puis après, tu as tout ce qui tourne autour. Donc, on a parlé des figurines, résine, des figurines PVC, de tout ce qui est goodies, qui a aussi une certaine forme de valeur. Et tu as d'autres éléments qui sont, par exemple, les press kits. Les press kits ou les pièces issues des studios même donnés à leurs employés. Les employés qui ont revendu des pièces, mais tu vois, genre, il y a un parchemin Zelda que j'ai eu, moi, je l'ai eu. Il fait partie des quelques pièces que j'ai dû vendre, malheureusement, pour rentrer en France quand on a connu notre histoire aux États-Unis. Bon, après, voilà, c'est la vie. Hein, tu la retrouveras plus tard, peut-être.
Non. Non, il n'y a que 3 ou 4 exemplaires au monde. Ça a été donné à 4 employés Nintendo en Australie. C'est un parchemin magnifique de Zelda. C'est un truc incroyable. Numéroté, 4 exemplaires. Un truc surréaliste. Bon. Et je connais les 4 personnes qui ont les 4 exemplaires et ne les vendront pas. Ou à des prix défiant voilà, toute logique et toute raison, tu vois. Il y a un moment donné, il faut aussi, faut pas être con, tu vois. Faut faire des bonnes affaires. Faut pas se mettre et se saigner, et après ça devient ridicule. Et après, tu as, comme je vous disais, la presse, les press kits, là, il y a beaucoup de choses qui se sont vendues. Les press kits, donc c'est les dossiers de presse, c'est ce qu'on envoie en fait à la presse pour présenter le jeu. Donc très souvent, en fait, c'est des versions. Enfin, moi, je compare beaucoup par rapport à la musique. Parce que c'est le même système, la musique. Hein. Tu as aujourd'hui de plus en plus de collectors. Donc, que ce soit sous forme de vinyle, que ce soit sous forme de réédition, Mondo, tu vois, que ce soit, enfin, voilà, quand tu es un vrai fan, c'est vrai que le collector est prisé. Donc, il y a en général, chaque album qui sort, il y a toujours une collection collector. Je vois la différence quand même, Gilles, avec la musique. J'adore, moi, je sais pas si tu connais, Mondo et c'est Wax Record qui font des superbes vinyles. J'avais acheté quelques pièces et puis bon, j'ai revendu, mais je vois que les gens sont beaucoup plus tatillons dans la musique sur les prix. Hein. Dans le jeu vidéo, les mecs, ils ont rien à faire. C'est plus irraisonnable le jeu vidéo, c'est ça. Ouais, irraisonnable. Quoi. Les mecs, irraisonnable. C'est pas possible. Les mecs mettent des prix tout de suite. Et là, tu dis, bon, même si ça s'est quand même globalement calmé ces dernières années, parce que les prix sont devenus tellement hauts que, en fait, plus personne ne peut se les payer. Ouais. À part les pays du Golfe, tu vois, les gens très fortunés, tu ne peux plus te payer ces pièces-là. Et donc, du coup, vu que ces gens-là, on les ont déjà, les autres pièces qui restent sur le marché stagnent à des prix très élevés et ne partent pas. Moi, j'ai des trackers de pièces où je regarde. Parce qu'il y a des pièces que je veux pour ma collection. Moi, j'ai ma collection, tu vois. Et je fais du troc comme ça, de la revente, pour grandir à la base ma collection. Tu vois, c'est vraiment mon but à moi. C'est de ne pas dépenser l'argent que je gagne normalement avec mes jobs et tout ça, mais que je finance ma passion par ma passion. Ouais. Tu vois, comme ça, c'est pas. Voilà. Et j'ai fait ça toutes ces années et c'est plutôt bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as des pièces, des trucs qui valent 3 000 – 4 000 euros, alors que ça en vaudrait que 500. Mais les mecs sont restés sur la cote d'il y a 10 ans et plus personne n'achète ces pièces à ce prix-là. Ouais. Et c'est là où tu as, je trouve, 80% de tous ces jeux qui sont devenus trop chers. Ils sont au-delà de la cote parce qu'il n'y a plus l'offre. Donc, tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, l'offre, elle est là, mais il n'y a plus la demande. Les gens ne veulent pas mettre ces prix-là dans ces pièces-là pour tout un ensemble de raisons qu'on a évoquées. Et donc, ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, il y a des enchères officielles avec des juges, des commissaires-priseurs et ce genre de trucs. T'en as régulièrement à Paris avec des super pièces qui partent à 10, de tous les prix, de 200 euros à 20 000 euros. C'est récent, ces ventes aux enchères, ça date de quand? Ça a 4 ans, 4-5 ans à peu près. Okay. Peut-être un petit peu plus. Peut-être un petit peu plus. Voilà, c'est vraiment des très belles pièces. Hein. Il y a des très jolies choses. C'est pas forcément des trucs qui codent de dingue, ouais. Mais c'est des belles pièces qui ont leur part à jouer dans la sauvegarde en fait de ce patrimoine. Et moi, j'ai des amis, Florent Gorge par exemple, ou l'association MO5 par exemple, qui sont ouais. des associations qui sauvegardent le patrimoine jeux vidéo. Parce que dis-toi que pendant longtemps, la plupart des jeux ont fini dans des poubelles. Les parents ont jeté les cartons, ont jeté tout ça. Et il y a un patrimoine, c'est un patrimoine culturel. Aujourd'hui, c'est devenu ça a une certaine forme de résonance culturelle. Il y a vraiment une pop culture attachée à tout ça. Il y a une histoire. Et d'ailleurs, c'est historique parce qu'il y a quelques semaines, en fait, il n'y avait pas de musée officiel du jeu vidéo. Il y a eu des mouvements éphémères à gauche et à droite, à Paris notamment, aux États-Unis, mais il n'y avait pas de constructeur ou d'éditeur qui avait un musée.
et ben ça y est, c'est chose faite. Nintendo a annoncé, donc c'est le premier, à ouvrir le premier musée de leur histoire, donc il y a plus d'un siècle d'histoire, qui ouvrira à Kyoto en décembre 2023, je crois de mémoire. Donc ça va être quelque chose de superbe pour les gens qui connaissent l'histoire, ils sont attachés à cette histoire, comment ça s'est fait. C'est assez rocambolesque, hein, Nintendo, on pourra en parler pendant des heures. Oui, surtout que Nintendo a la légitimité hein, d'ouvrir ce genre de musée, parce qu'apparemment, voilà, ils sont très portés sur leur histoire, sur la préservation de leurs valeurs, etc. Ça doit être magnifique, quoi. Puis bon, je pense qu'eux, ils ont les originaux aussi. Enfin, eux, ils ont les originaux. Voilà. Et d'ailleurs, il y a quelques années de ça, Nintendo, quand ils ont déménagé au Japon, ils ont changé. Ils ont plusieurs endroits. Hein, ils ont plusieurs sièges sièges à Kyoto. Et ils ont balancé énormément de jeux qu'ils avaient en stock. Balancé. Et je connais pas cette personne, ce japonais particulièrement, mais j'ai lu ses ouvrages. Et en fait, c'est l'ami d'un ami qui a récupéré tout ça. Et Nintendo n'avait pas conscience, en fait, que les gens pouvaient aimer l'histoire. S'étaient attachés à leur histoire, s'étaient attachés à tout ça. En fait, ils ont pris conscience très, très tardivement. C'est Satoru Iwata, juste avant de décéder en 2015, qui va laisser dans ses intentions avant de décéder l'impérativité de laisser une trace dans l'histoire pour les nouvelles générations et de raconter l'histoire. Nintendo n'a jamais été très fier en fait de son histoire. Après, c'est assez japonais de pas trop s'étendre. Hein. Tu vois, c'est assez japonais, de rester un peu reclus sur soi-même. La discrétion quand même, la discrétion la japonaise. Exactement. Voilà, on n'est pas dans le matu. Maintenant, ils peuvent plus faire autrement parce que les livres sur l'histoire de Nintendo, par exemple de Florent Gorge, l'histoire de Nintendo volume 1, 2, 3 et les autres bouquins ont extraordinairement bien marché. On a revu des pans de l'histoire, notamment sur l'implication du LCD dans la technologie, comment Nintendo a joué un rôle très très important avec les LCD de Sharp à la fin des années 80, comment ils ont sauvé en fait cette technologie quoi. Avec Sharp, il y a une conversation assez fascinante avec le patron de Nintendo dans un train que tu découvres dans ce livre. Tu remets aussi en perspective le créateur de la radio. Le créateur de la radio a potentiellement d'autres origines que celles qu'on a découvertes. C'est potentiellement un Japonais qui a créé la radio. Donc, on découvre comme ça des pans de l'histoire qui sont assez fascinants, quoi. Et puis, comme je vous disais, Nintendo a un siècle. Et donc, du coup, il y a toute une partie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il y a une partie autour de l'amour de Napoléon, il y a une partie autour des cartes à jouer, il y a une partie de Nintendo dans l'électronique. Donc, c'est vraiment une histoire sympathique. Et je me réjouis que d'autres éditeurs, Konami, Capcom, Square Enix, tout ça, puissent essayer aussi d'emboîter le pas. Parce que pour certaines sociétés, ou Sega par exemple, c'est des sociétés qui n'ont pas 10 ans, hein. Elles ont déjà 40, 50 pour certaines d'entre elles, ou même Sony. Hein. Sony, ça s'est créé juste après la Seconde Guerre mondiale. Alors Sony, ils ont un showroom que j'ai vu plusieurs fois quand je vais à Ginza, à Tokyo. Ils ont un showroom. C'est pas un musée, c'est un showroom. C'est un peu différent. Le musée est quand même plus historique et tout ça. Tu parlais, voilà. Nicolas, de jeux vidéo. Et qu'en est-il des jeux d'arcade? Parce que moi, un de mes rêves d'adolescent ou de jeune homme, en tout cas, c'est d'avoir un flipper. J'ai toujours adoré les flippers. Voilà. Et je trouve que le flipper a cette caractéristique, c'est que c'est un jeu qui est également physique. Voilà. Et puis bon, ça me rappelle aussi, voilà, quand je fuguais à l'école, que j'allais au bar d'à côté, tu vois, avec ta pièce, le petit flipper, le truc où tu dragouillais autour d'un flipper, tu vois, voilà. Il y a ce truc physique, tu vois, avec la machine. Et je me souviens également du premier Pac-Man, voilà, tous ces jeux d'arcade, etc. Est-ce que ça aujourd'hui, c'est encore sur le marché? Est-ce que ça prend de la valeur? Est-ce qu'il y a des une fortune. Ah ouais. J'avais un client quand j'ai bossé à Genève, qui retapait
les flippers. Alors, il y a tout un système, il y a toute une cote, il y a des flippers qui valent très cher, tu as les flippers inversés, tu as les Gottlieb, tu as plein de catégories. Alors, moi, je connais un peu Gottlieb, moins. magnifique. Voilà, je connais un peu moins. C'est moins ma spécialité. Les seules choses que je connais de ces flippers, c'est globalement les 3 flippers que je voulais acheter. Et je les traque. Toujours, je les traque. Hein. Et sur les 3 que je traque, il y en a un que j'ai failli prendre. J'étais aux États-Unis, j'ai bien fait de ne pas le prendre parce que ça aurait été très compliqué de le ramener. Globalement, les 3 flippers que je cherche, c'est le flipper Mario, le flipper Mario Bros, Okay. qui cote, qui est devenu très très difficile à trouver. Il y a le flipper Rocky, qui est dans Rocky 2, si je ne dis pas de bêtises, celui que Paulie casse avec la bouteille de whisky. Que je cherche, je suis un grand fan de Rocky, je le cherche ce truc désespérément, je ne l'ai jamais trouvé. Hein. Jamais trouvé. Est-ce qu'il existe? Oui, il existe, bien sûr. Ok, bien sûr. Il existe. Alors, attends, quand je dis jamais trouvé, je l'ai déjà trouvé sur eBay. Mais à des prix défiant toute concurrence. Quoi. Le flipper vaut $8 000 et à cela, il faut rajouter 4 000 de douane et 4 000 de port. Tu vois ce que je veux dire? Tu es là, tu te dis, c'est chaud. Donc, c'est pas possible. Et le troisième, c'est le flipper X-Files que j'avais trouvé à $3 000 sur place, sans frais de port, sans rien, machin. Le mec, il en voulait 4 500, il me dit j'ai besoin de thunes et tout. Je lui dis écoute-moi, j'ai 3 000 balles, je ne paye pas plus. Et puis le mec, il me dit ok. Et puis je vais à la banque et ma carte me retire pas le cash. La banque me dit passez demain, on vous les prépare, pas de problème et tout. Et puis, là, il faut demander maintenant une autorisation au moins 15 jours à l'avance si tu veux retirer 3 000 €. Alors, c'était aux États-Unis. C'est aux États-Unis, donc ça va. En fait, aux États-Unis, en principe, tu peux solder ton compte, tu peux solder ton compte direct. Mais là, moi, c'était sur un autre compte, donc il fallait que je fasse un transfert, bref. Et la soirée fait que j'en parle et tout, et je me dis putain, mais t'es un con. C'est déjà chaud et tout, tu vas claquer de la thune pour un flipper, t'es un vrai guignol, quoi, tu vois. Et puis, j'ai appelé le mec le lendemain, et le mec, il m'a dit non, je comprends et tout, désolé, si vous changez d'avenir. Et le mec m'a dit, je peux même vous le baisser à 2005. Et dans ma tête, j'ai dit, putain, il essaye, il me pousse en plus, tu vois. Bon. Et je ne l'ai pas acheté. Je ne cache pas que si ça avait été le flipper Mario, j'aurais craqué. Ouais. Et les jeux d'arcade, donc ça se trouve encore, c'est la même chose. Ça code pas. L'arcade code peu. Autant le flipper, c'est vraiment une belle machine. Quand c'est très bien entretenu, c'est magnifique. Hein. Les sons, les lumières. T'as des mecs qui te refont tout le décor nickel parce que tu sais, des fois, tu as des problèmes d'humidité. Tu peux avoir des petits soucis d'éclairage à certains endroits. Tu peux avoir des trucs qui se sont décollés. Tu as des gens qui réhabilitent ton flipper nickel. Moi, le gars que je connaissais, il faisait ça, mais incroyable, quoi. Et là où l'arcade, c'est simple. Tu peux avoir une borne d'arcade chez toi pour 500 €. Voilà. Ce qui va coûter un peu cher, ça va pas coûter, mais ce qui va juste coûter un petit peu cher, c'est que il faut des jeux. Et les jeux sur arcade sont pas donnés. Hein. C'est souvent entre 150 et 1000 le jeu. C'est ça, parce que c'est des grosses cartes mères, donc c'est un petit peu différent. Après, maintenant, il y a un mouvement que moi je déteste, qui est issu du bootleg et du piratage. C'est ces fausses arcades, où en fait, ça a le look d'une arcade, mais dedans, il y a un PC avec 500 jeux. Ah ouais. Et ça, les mecs. Mais l'arcade, pour moi, l'arcade, c'est un seul jeu. On est d'accord. Et ça, moi. Avec tout le décorum, Avec décorum, tu es assis. Moi, j'adore les Astro City, par exemple. Et que tu as, les Astro City, c'est où tu es assis, tu as une banquette qui est souvent rose. Tu peux jouer à deux l'un à côté de l'autre. Tu as le stick vert, le stick rose, puis tu joues à ton Street Fighter ou ton Tekken, ton Soulka, l'un à côté de l'autre. Moi, j'en avais une et qui m'a été cassée dans mon. Quand on a quitté la France pour les États-Unis, elle nous a été cassée dans le transport cargo. Un des cartons, pourtant, elle était ultra bien protégée. Malheureusement, tu as un gros carton qui est tombé sur le truc et que ça lui a fendu en fait, tout le truc. Et autant racheter parce que la réparation revient quasiment plus cher que le truc. Et je n'ai pas racheté. Mais je m'en rachèterai une ou deux. Je trouve que c'est un côté super cool. Faut juste bien choisir ton jeu à la base, un truc qui est assez intemporel. Tu as les jeux de course,
c'est intemporel. Les jeux de Ouais. baston, c'est intemporel, tu vois. Ouais, Et Street je trouve que Fighter, ça, le ouais, Pac-Man quand même, le un Pac-Man quand même, Pac-Man. Pac-Man, Et tu as les tabletop, tu vois, où je pense que tu te souviens dans les bars, c'était des tables, en fait, l'écran était incrusté dans la table. Pac-Man, ouais, ou tu sais, le jeu avec la barre et la boule. Putain, putain, comment ça s'appelle ce truc Ball, pinball, je sais plus comment ça s'appelle. Pong. ouais, le Pong. C'est ça, voilà, où tu tapes avec la boule, machin. Et en fait, il existe incrusté dans la table, et toi, tu as Ouais, ton pote ou ta nana qui est en face de toi, tu peux ouais. manger, boire un coup, papoter, faire ta partie en même temps. Il y a un truc très convivial, en fait, à l'arcade, en fait. L'arcade et flipper, je trouve que c'est des très jolies choses. L'arcade est globalement à la portée de tout le monde. C'est un petit investissement, mais ça va. Ouais. Le flipper, en Ça revanche, dépend des modèles aussi, des flippers, hein, parce que tu as des flippers. oui, Après, ça dépend. Voilà, toi, tu prends des modèles bien sûr. côté. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir le flipper de Kiss, bien entendu. Bon, le flipper de Kiss. Ah, Ouais. Donc après, il y en a mais des très tu beaux, peux hein. trouver. Ouais, tu peux trouver. L'Indiana Jones, Voilà, par exemple, pour les fans d'Indiana Jones, oui, ben oui, oui, magnifique ouais. flipper, super bien Et les, fini. tous les Gottlieb aussi sont Ouais, juste magnifiques très aussi. très Ouais. belle Le pièce. surfeur d'argent aussi. Ça fait d'argent. Voilà. Ouais. Après, tu peux Il y a eu sortir Star sur Wars aussi, je tu peux crois, hein. avoir, oui, tu peux avoir des modèles un peu moins cotés que d'autres parce que voilà, c'est soit des licences que tu ne connais pas aussi. Voilà. Tout à fait. Mais Non, il y a vraiment des belles choses, hein. Il y a des très 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 belles choses qui ont été faites. ben, ça a remué pas mal de souvenirs. On a fait un Ouais, petit peu ouais. le tour de la question. Tu vois, mais j'aurais préparé. Je vais te montrer quand même le collector auquel je tiens le plus. D'ailleurs, j'en ai deux. Oui. Hein. J'ai fait, comme tu m'as dit, j'ai le double. Donc, Ah, avant que tu me le vas-y. dises, tu vois. Ah, vas-y. C'est un petit flight case. Tu Ouais. vois. Ah ouais. Ok. Voilà, une petite flight case donc de Kiss. Hein. Et puis donc à l'intérieur, tu as toute la discographie Ah, c'est magnifique, hein. avec bon, bien sûr un livre si tu veux. Ouais. Et tu as bon là il en manque que deux, je les ai sortis, mais tu as en fait cinq disques qui sont des voilà l'ensemble de la discographie des années d'or de Kiss. Tout est dans la finition voilà, de ce petit flight case. Ouais, c'est classe, hein. Et j'avais pu en trouver un deuxième. Et c'est vrai que c'est des choses qui prennent aussi petit à La petit valeur, de la valeur ouais. parce que voilà, c'est pas réédité. Et ça T'as a acheté une ça, valeur tu l'avais aussi. où, celui-ci? C'était sur Écoute, Internet, hein, je pense que je les ai trouvés, il me semble, à l'époque sur eBay. sur Je eBay. pense que je les ai trouvés sur eBay. Je les ai pas achetés à leur sortie. Enfin, Ouais. à la sortie, mais j'avais pas payé ça vraiment. C'est des prix très corrects hein, encore. Hein. Il y a C'est vrai que encore hein, des belles affaires, hein. oui, Il faut vraiment y dans la passer du musique, oui. temps. Il y Ouais. a aussi des disques d'or qui sont Oui. qui sont monnayables, des vrais disques d'or hein, qui sont édités par les maisons de disques. Donc Ça, voilà, c'est cher, il y a j'imagine, de non? belles pièces. Écoute, ça dépend. Après, ça dépend de l'artiste. Ouais, Tu vois, c'est sûr, voilà. c'est clair. Il suffit que Donc, tu aies beaucoup de fans. voilà. Mais on en revient, tu vois, là, on fait les émissions, on est en virtuel, on est dans ce monde virtuel, mais on en revient toujours au monde réel. Tout à Et fait. moi, j'ai un attachement particulier par rapport à tous ces objets-là. J'ai vraiment du mal à me détacher. J'ai gardé quasiment toutes les guitares que j'ai eues depuis que j'ai appris à jouer. Ouais. Donc certaines, je joue plus, mais elles sont rangées dans le flight case. Tout ça, ça fait partie un peu de mon patrimoine, tu vois. Tout à fait. Ah, mais je Et, comprends très bien, hein. J'ai essayé, moi, de m'en séparer plus d'une fois, hein. J'ai essayé. Ouais, après, il y a certaines guitares, peut-être, tu vois, que Ouais. je revendrai. Voilà. Après, tu as un attachement plus ou moins fort hein, par rapport à certaines pièces. Oui. Mais voilà, c'est le contact avec la matière. Et puis aujourd'hui, je suis souvent à la recherche d'éditions originales concernant des livres anciens. Ouais. Et notamment un livre que j'étudie depuis plusieurs années. Je pense qu'avec Valérie, je pense qu'on en parlera d'ici quelques temps, qui est complètement épuisé depuis les années 60. Okay. Des livres qui datent juste de l'après-guerre, tu vois. Où il n'y a plus la maison d'édition, c'est plus réédité, tu trouves les œuvres originales en fouillant. Alors, je vais de temps en temps, tu sais, sur ne serait-ce que sur Amazon ou eBay, hein, on trouve quand même beaucoup de choses. Et quelquefois, il y a un livre qui apparaît comme ça, et donc
voilà, je le commande. Donc, j'en ai 3 ou 4 là, de la version originale, tu vois. C'est pas juste mercantile, tu vois, c'est pas un acte mercantile, c'est plus un acte en fait de passionné. Et je trouve que c'est les objets comme ça qui sont physiques sont précieux. Voilà. Encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui. C'est vrai. Voilà. À l'ère du tout des maths, je trouve que ça a un sens d'essayer de transmettre quelque chose. Tu vois, moi, ma fille, je roule pas sur l'or, hein, mais je lui donnerai, je lui transmettrai tout ce que j'ai gardé, tout ce matériel. Ben oui. Je lui transmets en plus ma passion. Tu vois, petite, là déjà, elle a 3 ans, elle en connaît déjà plus que moi au même âge. Ben oui. Tu vois, elle montre une petite vidéo, elle te dit Mario, un tel, machin, tu vois, très réactif. Alors j'essaie de faire attention, de faire la part des choses, de ne pas tomber dans l'excès. Mais je vais essayer d'éviter ce que, tu vois, moi, mon père n'a pas su faire. Par exemple, j'ai eu 0 transmission, tu vois, de rien du tout. Et du coup, je me dis, bon, bah, comment je vais m'y prendre pour essayer de transmettre ce truc-là. Et tous ces objets font partie, en fait, d'une histoire. Probablement, je lui raconterai comment j'ai eu cet objet, pourquoi j'ai aimé cet objet, cet album, ce jeu, ce vinyle. Tu vois, je pense qu'il y a quelque chose, en fait, d'une certaine forme de transmission. Ouais. Vous avez été nombreux à nous suivre ce soir pour cette émission sur les collectors. Vous avez parlé entre vous. Je vais prendre quelques commentaires. Il n'y a pas forcément des questions, mais il y a Benjamin qui nous dit, moi, je me rappelle des figurines en or du chevalier du Zodiac. Trop de souvenirs. Benjamin nous dit, je fais ça avec des services athées de grands maîtres japonais. Ok. Ouais, bah, un collectionneur. Quand on est collectionneur, il y a tout, hein. Il y a tout. Il y a des mecs qui font ça avec des bouchons, quoi, tu vois. Donc, des pins, c'est extrêmement large, en fait. Chaque chose nous renvoie à des émotions, des souvenirs. Et du coup, je pense que on aime bien se rappeler. On est tous un peu nostalgiques, je crois. Ouais. Et Benjamin nous dit l'armure du chevalier d'or balance. Je la trouve pas. Donc voilà, si vous l'avez, contactez Benjamin. Et RF Inspiration nous dit il s'agit du Lotus Noir. Je ne sais pas de quoi tu voulais parler. Lotus Noir, très bonne carte qui est jouée dans les meilleurs decks Magic. Ouais, c'est carte Magic, exactement. Qui est en fait la première carte, merci à RF Inspiration, mais qui est en fait la toute première carte de mémoire à avoir pris des cotes fulgurantes, en fait. Je ne sais pas ce qu'elle vaut aujourd'hui, mais je pense que c'est cher. Je pense que c'est toujours très très cher. Voilà, une première carte des Magic qui a vraiment créé une réputation. Je te parle de ça il y a plus de 20 ans, hein, Gilles. Il y a plus de 20 ans. Ouais. Et Valérie nous apprend que ses petits filleuls vendent des cartes Pokémon pour se faire des sous. Voilà. Voilà. C'est les cartes Pokémon. C'est les cartes Pokémon. Comme je sais pas, on en a parlé dans les. C'est la propriété intellectuelle qui génère le plus d'argent au monde, tout confondu, avec 100 milliards. Ça a généré plus de 100 milliards. Ce qui est énorme, hein. Star Wars arrive à peine en 6e position, tu vois, pour donner une idée de grandeur, quoi. Et les cartes représentent une infime partie de tout ça, mais elles sont incluses dans cet énorme mouvement Pokémon, en fait. Cet univers qui est là, qui est persistant depuis 1995 et qui s'étend à travers générations et générations. Et voilà, je pense que le succès de Pokémon, j'en parlais avec un copain. On n'est pas tous d'accord, hein, mais je pense que l'un des succès de Pokémon, c'est la bienveillance, en fait de la franchise. Qui fait que parents, enfants peuvent tranquillement jouer. Tu vois, on a été enfant, on a joué à Pokémon, on a grandi, on rachète Pokémon pour jouer avec nos enfants. Il y a une passation générationnelle qui fait que voilà, le phénomène perdure et n'est plus un phénomène, mais je ne sais même pas comment tu peux appeler ça. C'est particulier, quoi. C'est vraiment particulier parce que ça traverse comme ça les années. Ouais, ça devient multigénérationnel, ça fait partie de notre culture, tout comme Kiss. Oui. Voilà, Kiss, la Kiss, passion de Kiss se transmet de génération en génération. Et parler avec mon ami dans Top of the Rock,
Tout à fait. Donc Thierry Agar qui a son fils que j'ai connu à l'époque où il avait une dizaine d'années, qui était au Hellfest, fou de Kiss, fou amoureux de Kiss, et voilà, c'est des passions qui se transmettent comme ça de père à fils ou à fille, et c'est très bien. Voilà, donc j'espère qu'on vous aura donné envie, en tout cas, ce soir, de vous pencher un peu plus sérieusement, peut-être sur ces objets de collection. En tout cas, si vous en avez, ne vous en séparez pas. Non, gardez-les. Que ça prend de la valeur. Et que quelquefois, c'est un bon investissement. J'appelle ça des investissements passion. Ouais, voilà, ouais. Autant ou investir pour la retraite, sur des choses qui... Tu vois, j'ai un de mes collègues qui dit toujours la retraite, on n'en aura pas. Donc, c'est pour la retraite. C'est mal barré, c'est sûr que c'est mal barré. Salut à tous les amis. Salut Nicolas. Ciao, ciao.